Comment écrire, sinon comment esquisser dans les grandes lignes un projet d'études en France? Dans là où les précédentes vidéos, nous avons ensemble théorisé ce que pouvait donner un projet d'études en France. C'est dans cette veine-là que je vous ai proposé des pistes de réflexion à creuser, à affiner autant que possible de votre côté. Aujourd'hui donc, je me prête moi-même au jeu en vous proposant un projet d'études fictif que j'ai écrit de mon côté et que je vais partager avec vous dans l'espoir qu'il puisse vous inspirer, histoire que vous ne partiez pas de la page blanche, mais d'une base. Autre annonce donc, je vais proposer à 3 d'entre vous un coaching gratuit de 3 heures afin de les aider personnellement à faire la démarche que nous abordons aujourd'hui. Détails et conditions en fin de vidéo. J'ai le sentiment d'avoir un peu trop blablaté dernièrement, donc on va y aller franco aujourd'hui. Comme d'habitude, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement. Je vous présente donc Lucie, qui vient à peine d'obtenir son brevet de technicien en cuisine professionnelle et qui maintenant envisage de poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur français afin d'accroître sa connaissance de la gastronomie française. C'est ce qui l'intéresse. Vu que Lucie prend très au sérieux son projet d'études, elle a attentivement suivi les premières vidéos de la chaîne du Par-Lettre. Maintenant, il lui revient de rédiger son projet d'études en suivant le plan indiqué. Alors, je vous l'annonçais tantôt, j'ai rédigé quelque chose de fictif. J'ai le texte en main, je l'ai fait imprimer. Je vais le lire et le commenter, m'appesantir sur les parties qui, de mon point de vue, méritent commentaire ou discussion. En effet, des idées peuvent me venir pendant que je le relis. Ça n'est pas impossible. Et si vous le voulez, ça se passe dans le canal Telegram. Évidemment, lien en description. Donc encore une fois, je le répète, l'objectif est de vous proposer une base de travail, des pistes qui vont vous aider de votre côté à partir de quelque chose. Pour ceux qui l'auraient oublié, donc, on avait fait la dernière fois un plan en 3 parties qui ne sont pas statiques, qui ne sont pas figées. On avait le qui suis-je, on avait mon projet d'étude et on avait sa mise en œuvre pratique. Première partie, donc le qui suis-je, qui va consister pour Lucie, comme on l'a dit dans les 2 précédentes vidéos, à faire le point sur sa situation. Donc elle écrit « Mon nom est Lucie et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été très intéressé par les arts de la table. Les nombreuses manières d'associer divers ingrédients, divers produits pour créer des plats qui mettent l'eau à la bouche me fascinent. Cet intérêt fut suffisamment fort pour me conduire à m'orienter, après le BEPC, donc le brevet du collège, vers le lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, où j'ai passé 3 ans à préparer un brevet de technicien en cuisine professionnelle. Je l'ai obtenu cette année et j'envisage maintenant la suite de mon cursus. Je vous propose qu'on s'arrête là 2 minutes. On a affaire donc à un profil surspécialisé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas suivi enseignement général jusqu'au baccalauréat et qui a très tôt choisi de se spécialiser. Ça a des avantages et des inconvénients évidemment. Un établissement d'enseignement supérieur ne va pas regarder du même œil quelqu'un qui a fait un baccalauréat général avant de choisir sa voie et une personne qui très tôt a choisi d'entrer dans le monde qui est le sien. J'ai personnellement choisi de prendre un exemple auquel on ne pense pas toujours puisqu'on pense tous à droit, économie, tout, pour lesquels en général on fait des études générales, on fait un baccalauréat général pour m'intéresser à des gens dont on ne parle pas souvent. Donc on poursuit avec le texte de Lucie. Une introspection me permet de dire que ma scolarité a été jusque-là calme, à une exception près. J'ai redoublé la classe de 4e. À l'époque, je passais par de sérieuses difficultés familiales. On peut dire que l'atmosphère à la maison était pesante et me tirait vers le bas. Bien heureusement, ces tensions furent de courte durée et je pus repartir sur une bonne lancée que je n'ai guère perdu depuis. Pour ceux qui ont vu les 2 précédentes vidéos où on théorisait un peu les choses, je vous invitais à une introspection, à rechercher dans votre cursus les moments qui n'ont pas forcément été les plus heureux, histoire de comprendre ce qui s'y est passé, pour vous apprêter à d'éventuelles questions sur le pourquoi vous avez redoublé par exemple. Donc j'ai fait exprès d'inclure dans le cursus de la personne un redoublement. Ça n'a rien de catastrophique en soi. Les gens ne vont pas attendre de vous que vous soyez des génies qui ont fait un sans faute. Ce qu'il est attendu de vous, c'est de savoir si vous avez pu tirer des leçons de ces échecs, de ces difficultés-là, pour grandir. Je
vous propose donc qu'on poursuive avec le texte. D'une manière générale, mes moyennes trimestrielles sont supérieures ou égales à 13 sur 20. Donc, Lucie a pris le temps de regarder tous ses bulletins de notes et on a déduit qu'en général, elle est au-dessus de 13 sur 20. Donc, on peut dire que c'est une élève moyenne. Faites aussi la démarche pour vous. Pour être honnête, mes résultats en français laissent à désirer. En effet, mes compétences rédactionnelles et ma connaissance de la grammaire ont toujours impacté négativement mes productions en français. De même, je stagne très souvent à 11 sur 20 de moyenne en anglais et je ne suis pas satisfaite de cet état de fait. Il pourrait même me desservir à long terme. Donc là, on voit que la personne qui a écrit le texte et qui pourrait avoir écrit ce texte-là envisage maintenant ses lacunes, ses failles, ce qui ne va pas dans son dossier. Elle se rend compte, elle le dit, je ne suis pas assez bonne en français parce que je sais que je n'ai pas une assez bonne connaissance de la grammaire et mon orthographe laisse à désirer, ce qui tire mes productions vers le bas. Vous pouvez avoir les meilleurs raisonnements logiques du monde, vous exprimer en français, une langue qui a des règles. Si vous ne les connaissez pas suffisamment bien, ça va poser un problème à un moment ou à un autre. Elle poursuit donc en disant, en revanche, dans mes matières de spécialité, j'ai au moins la mention assez bien en fin de trimestre. Donc, on suppose 12 sur 20. Assez bien, c'est autour de 12, 13 sur 20. Du point de vue de ses failles, du point de vue de ses lacunes, de ses incompétences, elle dit « Je ne suis pas assez bonne en français du point de vue de l'orthographe et de la grammaire. Je ne suis pas assez bonne en anglais. Qu'est-ce qui, dans votre domaine, vous manque? Qu'est-ce qui, dans votre niche, vous manque ?» Poursuivons donc avec le texte de Lucie. Au titre de mes activités extrascolaires, je suis engagé au niveau régional dans le scoutisme et cela depuis que j'ai 6 ans. On s'arrête là. J'ai intégré des activités extrascolaires, non pas pour dire que c'est rédhibitoire ou que le fait de n'en avoir aucune va vous empêcher d'entrer dans les écoles que vous voulez, ce n'est pas ça. Sauf que les activités extrascolaires permettent de donner des informations sur le candidat ou sur la personne que vous pourriez être. Entendez bien, je parle au conditionnel. Dans le cas d'espèce, quelqu'un qui dit « je suis engagé dans le scoutisme depuis que j'ai 6 ans, je suis engagé dans le scoutisme au niveau régional », ça peut laisser supposer par exemple qu'elle est responsable, qu'elle sait ce que c'est que le fait de tenir une équipe, d'organiser un événement, de faire des rapports. Vous savez, les diplômes c'est bien, mais dans la vie, il n'y a pas que les diplômes. Ce que vous faites autour peut servir les objectifs que vous poursuivez dans la vie professionnelle. Donc, quelqu'un qui est responsable d'association peut avoir eu des compétences qui vont l'aider dans sa vie professionnelle. Donc, pensez-y. C'est juste pour ça que j'ai intégré ça. C'était juste un prétexte. Nous poursuivons donc. J'aurai 20 ans dans quelques mois, nous dit-elle, et j'estime qu'il est temps de me bouger pour faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, on imagine que des solutions, des pistes de solutions vont venir. Elle dit donc, pour mes difficultés de français, j'ai pu apprendre que le projet Voltaire me permettra d'améliorer mes compétences orthographiques et plus globalement mon niveau d'expression. J'ai testé et je suis étonné par ce que j'ai appris, même avec les niveaux accessibles gratuitement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le projet Voltaire, c'est une certification aussi. Ce sont des centres, mais c'est aussi une certification de votre niveau en orthographe et de vos compétences rédactionnelles. Je crois que c'est le seul qui est spécifiquement dédié à l'orthographe en français et aux compétences rédactionnelles. Donc, il propose une certification avec un score, un peu comme c'est le cas en langue anglaise, mais il propose aussi des programmes de formation à l'orthographe, à la grammaire, au niveau d'expression, que ce soit en ligne avec des applications mobiles, un site internet, mais aussi en présentiel. Donc, vous aurez les liens en description, allez voir ça. Quant à l'anglais, je prendrai contact avec une école de langue à Abidjan pour mettre les 3 prochains mois à profit et suivre des cours. L'un de mes enseignants m'a appris que passer un test d'anglais comme le TOEIC ou IELTS est un vrai avantage sur le curriculum vitae d'une personne jeune. En cherchant un peu, j'ai appris qu'il est possible de passer le test IELTS à Abidjan avec le British Council. Par ailleurs, nous dit-elle, il me serait utile de me préparer au permis de conduire afin de gagner en indépendance et éventuellement pouvoir saisir certaines opportunités. Je dois le garder dans un coin de ma tête. Le permis de conduire, c'est un vrai chapitre. C'est un vrai passeport en France. On va en reparler une autre fois, mais je vous le laisse comme ça. Pour Lucie, donc, on en a fini avec la partie « Qui suis-je » Donc, de votre côté, je vous invite encore une fois à faire la démarche. Partez de cette base-là et essayez de vous poser les questions qui l'ont amené à ces réponses-là et creusez de votre côté. Partie 2, donc, mon projet d'étude en lui-même. Considérant que la cuisine française m'intéresse particulièrement,
J'aimerais améliorer mes savoir-faire en la matière sur place. Ce serait un honneur pour moi de me former sous les ordres de grands chefs étoilés. En cuisine, vous savez qu'en cuisine, l'étoile pour un chef cuisinier, c'est le Graal, c'est la consécration. Elle poursuit en disant: mes années de lycée m'ont donné les bases de la cuisine, comme les sauces, les cuissons et les présentations des plats. Du choix des produits à la planification et la répartition du travail d'une équipe de cuisine, qu'on appelle aussi une brigade, j'ai appris à organiser de bout en bout la production culinaire et dans le respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité. J'ai même reçu des initiations à la diététique et à la nutrition. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué qu'elle nous dit clairement à quoi lui a servi la formation de ces 3 dernières années. Donc, dans votre cas, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici? Évidemment, si vous venez d'obtenir un baccalauréat général, vous pensez ne pas avoir grand-chose à dire, mais vous avez eu un baccalauréat général soit en littérature, donc vous savez faire des choses, on vous a appris à penser par exemple. Si vous avez eu un baccalauréat général en sciences naturelles, on vous a appris des choses qui vous orientent vers un certain type de filière. Donc, essayez de dire ce que vous avez appris, même théoriquement. Dites-le, dites, je sais faire ça. Aujourd'hui, nous dit Lucie, j'ambitionne d'atteindre le niveau de compétence requis pour exercer les fonctions de chef cuisinier. Donc là, elle annonce son projet professionnel. Son objectif à la fin de sa formation, c'est de devenir chef cuisinier. Donc dans votre domaine, cherchez à savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Et je sais, nous dit-elle, ô combien le chemin est long jusque-là. Pour ce faire, je compte m'engager dans un BTS Management en hôtellerie-restauration option B, Management d'unité de production culinaire. Ça suppose donc qu'elle s'est renseignée sur l'offre de formation en France et qu'elle sait à quel type de poursuite d'études mène le diplôme dont elle est détentrice actuellement. Donc, renseignez-vous sur votre diplôme actuel, votre niveau actuel, et pour savoir à quelle poursuite d'études il offre en France. Dans quel type d'établissement, par exemple. Cette formation intègre, en plus de la formation culinaire à proprement parler, des aspects managériaux et de gestion d'entreprise qui me seront plus qu'utiles pour les évolutions professionnelles que j'envisage. Donc, elle a enquêté sur la formation, elle a vu les plaquettes de formation, les détails. Ça existe sur les sites internet des facultés, des universités, des écoles. Ils vous disent quelles matières, quels modules seront enseignés sur les 2-3 années qui vont durer la formation. Ils vous disent ce qu'ils vont vous apprendre. C'est donc ce que Lucie a fait et ça lui permet de se projeter, de dire je vais apprendre ceci, cela, mais tels aspects vont me permettre d'évoluer vers autre chose. En termes de poursuite d'études, la licence professionnelle culture et gastronomie française proposée par CY Cergy Université m'intéresse beaucoup. Le coût de la formation s'élève à 6 550 € pour une année. Elle est conçue pour des étudiants étrangers qui désirent spécifiquement se former à la culture gastronomique française. Des cours d'œnologie et de découverte des fromages sont intégrés au cursus et ne manquent pas d'attrait. C'est-à-dire que déjà, elle se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai terminé le BTS, quelles sont les voies qui s'offrent à moi. Dans votre cas, cherchez à savoir ce que vous allez faire après, que ce soit une intégration dans le monde professionnel ou une poursuite d'études. C'est bon d'y penser. C'est bon de connaître les options qui s'offrent à vous, histoire de ne pas être surpris. C'est la raison pour laquelle à chaque fois je vous parle surtout de la vision. Sachez où vous allez. Lucie nous dit donc, je compte faire mes premières armes au sein d'une brigade menée par un chef avant de peut-être pouvoir un jour moi-même en diriger une. Donc elle est un peu timide sur ses aspirations. Elle dit, une fois mes études terminées, j'aimerais commencer comme toujours sous les ordres d'un maître pour peut-être un jour en devenir moi-même une grande maîtresse de cuisine. Je prévois, au cas où je commencerais à m'ennuyer au sein d'une brigade ou si jamais je me sentais en stagnation, de reprendre des études, mais cette fois dans le management, la gestion hôtelière. Donc, elle prévoit une sorte de palier dans sa vie. Elle veut commencer par la cuisine pour éventuellement s'orienter vers le management hôtelier. C'est une voie aussi qui est possible. Donc, cherchez à savoir dans votre domaine quelles sont les évolutions de carrière possibles. Est-ce que chez vous, je ne sais pas, on commence assistant, ensuite maître assistant? Est-ce qu'ensuite on fonde sa boîte? Est-ce qu'on devient consultant? Voilà. Si ça vous intéresse, évidemment, rien ne vous force. Lucie nous dit, j'ai pu voir que les écoles comme Management Montpellier proposent ce type de cursus. L'école de Savignac est aussi une très bonne école, réputée mondialement pour la qualité de ses formations en management hôtelier. Je me garde tout cela dans un coin de la tête. Ça veut donc dire encore une fois qu'elle a enquêté, qu'elle s'est renseignée sur les écoles dans son domaine, qu'elle s'est renseignée sur les écoles qui proposent le type de formation vers lequel elle pourrait vouloir évoluer un jour. Tout un programme donc. En consultant les diverses fiches
fiche détaillée des formations, j'ai pu remarquer une récurrence, l'importance de l'anglais et plus largement des langues. Vous le savez peut-être, mais dans le domaine hôtelier, dans les domaines où vous rencontrez beaucoup de gens de pays différents, en général, parler plusieurs langues est très important. Lucie nous dit, de nombreuses écoles dispensent leurs enseignements en français et en anglais. Il est donc souvent attendu qu'on ait un minimum le niveau B2 en anglais. Je n'ai pas ce niveau actuellement. Cela veut dire que je dois me hâter de commencer les cours d'anglais si je veux être prête pour la rentrée prochaine. Je pense que c'est explicite. J'ai exposé mon petit plan d'action à 2 de mes enseignants qui m'ont conseillé une seule chose, c'est de me lancer. Donc je m'arrête 2 minutes pour vous inviter une fois de plus à creuser la question. Vous aurez le texte dans le canal Telegram, je vous l'ai lu. Cherchez à savoir comment est-ce que vous concevez votre vie, votre projet professionnel en lien avec le projet d'études que vous nourrissez pour la France et essayez de le détailler par où je veux commencer, où je devrais aller et où est-ce que je veux terminer en passant par où. Nous allons maintenant venir à des aspects un peu moins glamour qu'on n'aime pas forcément se poser, mais qui sont nécessaires. Donc, on va parler d'économique et de logistique. J'entame cette partie en traitant d'aspects financiers. De ce point de vue, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'aide à porter mes projets professionnels. Maman a très bien accueilli l'idée de me voir me spécialiser en gastronomie française. Je sens qu'ils ont un pincement au cœur à l'idée de me voir partir si loin, mais papa et maman m'ont assuré que les moyens financiers requis seraient mis à ma disposition. C'est un cas idéal, c'est un cas parfait. Elle a des parents qui ont les moyens et qui veulent l'accompagner. Ce n'est sûrement pas le cas de tout le monde, mais dans votre situation, cherchez à savoir d'où peuvent venir les financements. Est-ce que l'un ou l'autre de vos parents peut vous financer? Est-ce que ça peut venir d'un oncle, d'une tante? Est-ce que vous avez accès à des bourses, que ce soit des bourses de votre gouvernement, de votre pays, ou à des bourses de structures étrangères ou de gouvernements étrangers? Cherchez à le savoir. Mis à part les frais de scolarité, ils peuvent m'allouer 700 € par mois, ce qui est largement suffisant pour moi. C'est-à-dire qu'elle a discuté avec ses parents du niveau de vie en France et des frais de scolarité qu'elle devra engager dans le cadre de ses formations. C'est très variable. Elle va aller en école d'hôtellerie, manifestement pour le BTS. Vous pourriez aller en école de commerce, vous pourriez aller en faculté de médecine. Donc, renseignez-vous clairement sur les frais de scolarité pour les spécialités que vous visez, pour le type d'établissement que vous visez. Par ailleurs, ma marraine habite elle-même la région parisienne. Elle me sera d'une grande aide au moment de la recherche de logement, dans la mesure où elle pourra faire les visites d'appartements à ma place, et surtout nous éviter de tomber dans les griffes de personnes mal intentionnées. Puisqu'il est question de logement, elle m'a appris qu'il faut compter autour de 400 € pour un logement décent en Île-de-France. Bien que je puisse demander certaines aides de l'État, elle m'a conseillé de planifier les choses comme si je ne les avais pas. Je m'arrête là. C'est très important de connaître le niveau de vie en France en général, mais aussi dans la région ou dans les régions où vous comptez aller étudier. Dans son cas, qui est fictif, elle vise la région parisienne, l'Île-de-France. Et je peux vous le confirmer, pour y être, 400 €, c'est la base de la base. Ça peut monter beaucoup plus haut, mais 400 € c'est la base. Et vous entendrez des gens vous dire que vous pouvez jouir, vous pouvez profiter d'aide de l'État. Vous en avez le droit en tant qu'étudiant étranger. Dieu bénisse la France. Mais je ne vous invite pas dès le début à compter là-dessus. Parce qu'entre le moment où vous allez soumettre votre dossier, où celui-ci va être validé, et le moment où les aides vont commencer à entrer en jeu, si vous comptez dessus à 100%, vous êtes mort. À côté, Lucie a ici la chance d'avoir un parent, une connaissance dans la région où elle compte arriver. Un parent qui va sûrement aider à son intégration, un parent qui va lui fournir les informations dont elle a besoin sur le terrain. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La nécessité est mère de l'invention. Si vous n'avez pas de parent qui vous attend ici comme moi, commencez à vous informer très tôt. Si vous voulez bien, donc, on procède avec le texte de Lucie. Je discute régulièrement avec ma marraine des habitudes de vie dans la société française et elle m'en apprend beaucoup. Je vise principalement les établissements de la région parisienne, de l'Île-de-France, afin de rester proche d'elle, de garder un certain ancrage, du moins les premières années. Donc, elle a choisi de rester en Île-de-France parce qu'elle a un parent là qui va l'aider à s'adapter. C'est de bonne guerre. Tout le monde ne dispose pas nécessairement des ressources qu'il faut pour arriver dans un endroit où on ne connaît personne et s'y adapter rapidement. J'ai un peu étudié la question des moyens de transport. En me renseignant sur Internet, j'ai pu voir que le réseau de transport en commun est très développé, mais peut aussi être difficile à prendre en main. Pour cela, ma marraine m'a suggéré d'arriver un mois avant la date de rentrée prévue,
afin qu'elle puisse prendre le temps de m'introduire en douceur à la manière de se déplacer dans la région. Ça va donc impliquer que je fasse ma demande de visa étudiant très tôt parce qu'entre les lignes de métro, les RER, les trains régionaux, je suis perdu. Mais elle m'a rassuré. Sur ce point-là, j'aimerais m'arrêter 2 minutes pour vous dire effectivement que moins vous contrôlez des variables, c'est-à-dire plus vous êtes limité financièrement, moins vous avez d'assises sur le territoire où vous allez arriver, plus vous avez intérêt à vous y prendre tôt et à faire vos démarches tôt pour ne pas arriver au dernier moment et être obligé de souffrir. Parce que quand vous arrivez par exemple avec une semaine de retard sur les cours, que vous ne savez pas comment vous déplacer, que votre rythme de sommeil est perturbé, ça peut être très difficile au début. Et ce serait pas très bien que vous tombiez malade, par exemple, la semaine de votre arrivée. Donc, essayez de prendre autant d'avance que possible sur vos démarches. Heureusement, donc, nous dit Lucie, je peux compter sur elle. Donc, elle peut compter sur sa tante. Mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, ça, c'est un conseil que je vous passe. Dès l'obtention de votre admission, prenez contact avec le bureau des relations internationales de votre université ou de votre département, de votre faculté. Sous une forme ou une autre, sous un nom ou un autre, ça existe. En général, ils organisent des soirées d'intégration, des fêtes pour les étudiants étrangers, mais ils aident beaucoup aussi pour leurs premières démarches administratives à l'arrivée pour l'intégration à la faculté. Ils proposent aussi une aide pour la recherche de stages, d'emploi étudiants et tout ça. Moi-même, quand je suis arrivé, je me suis rendu au bureau des étudiants étrangers. Le monsieur qui était là, c'était un enseignant du département, il m'a beaucoup aidé dans la recherche de stages. Parce que moi, je suis arrivé en septembre, alors que les gens cherchaient les stages depuis mars-avril. Donc, quand moi j'arrivais, je m'adressais aux hôpitaux, il n'y avait plus de place. Donc, il m'a aidé à revoir mes CV, à les adapter au contexte français. Il m'a dit enlevez ceci, enlevez cela, présentez-vous de telle manière, mettez une photo, n'en mettez pas une. Donc, quand vous aurez votre admission, prenez contact au plus vite avec le bureau des étudiants étrangers pour demander de l'aide. Et donc, notre amie Lucie termine son petit document en disant « Je serai amené à compléter ou réviser tout ce qui précède. » Et c'est ce à quoi je vous invite. Quand vous aurez rédigé ce document de votre côté, n'hésitez pas à y revenir. Je ne sais pas, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, une fois par mois, et relisez-le, adaptez-le, mettez-le à jour au regard de ce que la réalité vous aura appris. Vous aurez fait des recherches nouvelles, vous aurez acquis des informations nouvelles, vous aurez acquis des savoirs nouveaux. Donc, cherchez à le mettre à jour, cherchez à y rajouter ce qui vous viendra. Peut-être vos ambitions auront eu le temps d'évoluer et ne le supprimez pas. Personnellement, j'ai fait la même chose, j'ai fait la même démarche, j'ai gardé mes textes et jusqu'aujourd'hui, ils m'aident. Parce que quand je les relis, je sais ce que je voulais il y a 3 ans. Et donc, je peux me dire, ah, voilà en quoi mes ambitions ont évolué, voilà en quoi elles se sont transformées et je peux envisager un peu plus sereinement le futur. Ça aide vraiment. Et donc pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, déjà merci. Si vous avez appris quelque chose, pensez à laisser un like, ça m'aide beaucoup. Ça envoie un bon signe à l'algorithme. Et nous allons maintenant parler de l'offre que je vous ai fait en début de vidéo. Pour ce qui est de l'offre que je vous ai faite en début de vidéo, c'est-à-dire l'accompagnement gratuit de 3 heures, il y a 3 conditions. Vous devez être abonné à la chaîne, vous devez laisser un like et vous devez mettre en commentaire la phrase suivante. Je veux bénéficier de l'accompagnement gratuit de 3 heures. Ensuite, de mon côté, je vais collecter toutes les réponses, puis organiser un tirage au sort qui sera fait publiquement. Je vais dévoiler en direct le nom des 3 gagnants. Il reviendra donc à ces derniers de prendre contact avec moi pour réclamer ce qui leur est dû. Si vous avez des questions à ce propos ou à propos d'autres choses, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai l'effort de répondre à tout le monde. Le tirage au sort est prévu pour la mi-septembre, on va dire. Donc, vous avez à peu près un mois à partir de la date de publication de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Je vous fais des bisous s'il y a consentement.